Alors le début de ce cours de mardi, qui signe la fin d'ailleurs du cours sur les espaces vectoriels de dimension finie, et annonce la théorie des matrices en lien avec les applications linéaires. Je vais commencer par résoudre les exercices qui sont quelque part des exemples d'application de la formule Durand. Alors en prolongement des exemples qu'on a vus samedi en fin de cours, on va étudier l'ensemble lambda, qui est l'ensemble des matrices A de trace nulle, et je vous demande, sous réserve de sens, d'étudier quelle est la dimension de l'espace vectoriel lambda. Alors, vous voyez, avant la formule Durand, on pourrait se dire, qu'est-ce que cet exercice a à voir avec la formule Durand? Quand on cherche la dimension d'un espace vectoriel, on en cherche une famille génératrice, en traduisant les contraintes qui pèsent sur l'équation, puis après on regarde si la famille est libre, comme ça on aura une base, et puis comme ça on a la dimension de l'espace vectoriel, et c'est terminé. Oui, mais on va voir justement que la formule Durand est un outil absolument formidable pour pouvoir déterminer la dimension de certains sous-espaces vectoriels. Alors, évidemment, ça dépendra des espaces vectoriels, mais celui-ci, si vous regardez bien comment il est défini, l'ensemble lambda est défini comme étant l'ensemble des matrices A appartenant donc à Mn de R, tel que la trace de A est nulle. La trace, nous avons vu que c'est une application qui est linéaire. La trace, c'est une application qui est définie donc sur l'ensemble des matrices carrées. Donc là, j'ai dit à coefficient réel. Donc à une matrice, on associe la somme de ses éléments diagonaux. Donc à une matrice A, on va associer ce qu'on appelle la trace de A, qui n'est ni plus ni moins que la somme de ses éléments diagonaux. Donc ce qu'on récupère, c'est un nombre réel. Donc la trace est en fait une application linéaire définie sur Mn de R à valeur dans R. Donc c'est une application linéaire particulière, on appelle ça une forme linéaire. Et il se trouve que l'ensemble lambda ici, la raison pour laquelle c'est un espace vectoriel, hormis le fait qu'on pourrait revenir à la définition ou chercher une famille génératrice, c'est avant tout un espace vectoriel parce que c'est le noyau d'une forme linéaire. C'est en l'occurrence le noyau de la forme linéaire trace. Donc c'est bien un sous-espace vectoriel de Mn de R. Donc voilà déjà une démonstration très efficace du fait que cet ensemble-là est un sous-espace vectoriel. Sous-espace vectoriel parce que noyau d'application linéaire. On avait déjà vu cette stratégie-là pour montrer que c'était de sous-espace vectoriel, mais pour l'instant, cette définition était un peu stérile, justement, dans le but d'obtenir une base. On va voir qu'elle était stérile parce qu'on n'avait pas la formule Durand. Regardez à quoi la formule Durand va nous... Enfin, ce que la formule Durand va nous apporter. Cette application, c'est une application qui est définie sur un espace vectoriel de dimension finie. Donc, je peux lui appliquer la formule Durand. C'est une application linéaire définie sur un espace vectoriel de dimension finie. Donc la formule Durand, elle s'applique totalement. Donc la formule Durand nous dit que la dimension de l'espace vectoriel de départ, donc ici c'est Mn de R, est égale à la dimension du noyau de cette application linéaire, c'est-à-dire ici l'espace lambda, plus le rang de cette application linéaire, le rang de la trace. Comme la dimension de Mn de R est connue, on sait que c'est n carré, la dimension de lambda, c'est ce qu'on cherche à calculer, la seule inconnue qui reste, c'est le rang de la trace. Le rang de la trace, c'est l'image de la trace, la dimension de l'image de la trace. Or, l'image de la trace, si vous regardez bien, c'est un sous-espace vectoriel de R. Donc, la dimension de l'image de la trace, elle est soit égale à 0, soit égale à 1. Mais si l'image de la trace était de dimension 0, l'espace vectoriel serait réduit au vecteur nul. Or, la trace, par exemple, de l'application de la matrice identité, c'est n qui est un entier naturel non nul. Donc, moralité, la trace n'est pas l'application nulle. Donc, moralité, l'image de la trace est de dimension supérieure ou égale à 1. Puisque s'il était de dimension nulle, eh bien la trace serait nulle. Mais comme l'image de la trace est incluse dans R et que sa dimension est supérieure ou égale à 1, on obtient deux choses. Par inclusion et égalité des dimensions, on obtient que l'image de la trace, c'est R, et que la dimension de l'image de la trace,
c'est-à-dire son rang, hein, eh bien c'est égal à 1. Donc, quand les applications linéaires ont un espace vectoriel d'arrivée qui est tout petit, de dimension toute petite, la formule du rang, elle est très avantageuse, puisqu'on vient de démontrer que le rang de la trace est égal à 1. On vient donc de démontrer que la dimension de lambda est égale à n carré moins 1. Alors évidemment, on aurait pu l'annoncer un peu plus violemment en disant, mais oui, mais on avait déjà vu dans le dernier exemple d'hier que le noyau d'une forme linéaire non nulle est un hyperplan. Donc on aurait très bien pu dire que bah oui, mais la trace c'est une forme linéaire non nulle, donc son noyau est un hyperplan, donc la dimension de lambda est un hyperplan. C'est vrai, effectivement. Là j'en ai juste refait la démonstration dans ce cas particulier pour relancer le cours d'aujourd'hui, mais on peut directement dire que sa dimension c'est n carré moins 1. Alors, tout de suite un prolongement. Parce qu'on se dit, ouais, mais on a la dimension, mais ça ne nous donne pas de renseignements sur une base ou sur ce genre de choses. Mais bien sûr que si, les amis. Comment on pourrait déterminer une base de lambda? Maintenant, quel est l'avantage phénoménal? L'avantage phénoménal, c'est qu'on connaît le nombre de vecteurs que devra avoir cette base. Donc en particulier, pour obtenir une base, il suffit d'obtenir soit une famille libre, soit une famille génératrice. Ici, comme on n'a pas d'éléments, on va chercher une famille génératrice naturellement, et si elle a ce nombre de vecteurs, alors dans ce cas-là, ça sera mieux qu'une famille génératrice, ça sera une base. Donc vous voyez, si je prends une matrice A qui appartient à lambda, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la somme de ces éléments diagonaux est égale à 0. Ça me donne une équation à résoudre. Ça me dit par exemple que le premier coefficient de la matrice s'exprime comme étant l'opposé de la somme, je veux dire l'opposé de la somme de tous les autres coefficients qui sont sur la diagonale. Ce qui veut donc dire que ma matrice A, si je la décompose dans sa base naturelle, en disant c'est la somme pour i, j variant entre 1 et n des a, i, j, e, i, j. Donc je la décompose dans sa base canonique. Donc là, je prends une matrice quelconque de Mn de R. La condition pour qu'elle soit dans la trace, la condition, c'est que sa coordonnée par rapport au vecteur E11 vérifie ces contraintes-là. Donc on s'aperçoit que la matrice A appartient à lambda si et seulement si j'ai une contrainte sur ces coordonnées dans la base canonique. Cette contrainte, c'est la contrainte qu'on a vue ici. Elle porte uniquement sur les coefficients diagonaux. Le coefficient du vecteur 1, 1 est égal à l'opposé de la somme des autres coefficients. Ce qui veut donc dire que les matrices de lambda, elles vont s'écrire comment? Les matrices de lambda, elles vont donc s'écrire comme... Alors je vais justement dissocier ce qui se passe sur la diagonale. Le coefficient de A11, ça va être égal à moins A22 plus etc. plus ANN multiplié par la matrice E11, plus les autres coefficients diagonaux, eux, ils ne sont pas impactés. Donc on va avoir E22, plus etc. Oui, il va falloir un peu de place. ANN, ENN, plus ce qui se passe en dehors de la diagonale, où là il n'y a pas d'impact, c'est-à-dire la somme pour i, j variant entre 1 et n avec la condition que i soit différent de j puisqu'on ne doit pas être sur la diagonale, des a, i, j, e, i, j. Où tous les coefficients ici, tous les indices qui sont ici, sont des paramètres, donc je vais dire les e, i, j sont des paramètres réels, à l'exception de lui qui est a priori notre inconnu principal. Tous les autres coefficients sont des paramètres. Donc vous obtenez en fait que lambda, c'est l'espace vectoriel engendré par quoi? Il faut regarder les vecteurs qui sont accrochés aux différents paramètres. Je vais dire regarder les paramètres diagonaux. On va trouver qui? On va trouver E22 moins E11. Ça, c'est ce qui est accroché à E22. Ce qui est accroché à ENN, ça va être à ENN moins paramètre ANN, donc E11, pour les mêmes raisons, etc. Virgule tous les vecteurs EIJ avec la condition c'est que I soit différent de J.
voilà tous les vecteurs de cette famille génératrice. Si vous comptez le nombre de vecteurs que j'ai dans cette famille génératrice, sur la diagonale, on n'en a plus que n-1, en dehors de la diagonale, on en a n carré moins 1. Donc en tout, on a une famille génératrice ici. On a une famille génératrice avec combien de vecteurs? Donc on a une famille génératrice de lambda avec n carré moins 1 vecteur. Mais une famille génératrice de lambda avec n carré moins 1 vecteur, c'est une base, puisqu'une famille génératrice qui compte comme nombre de vecteurs la dimension de cet espace vectoriel, c'est une base. Donc on voit que la formule du rang, si on arrive à interpréter un espace vectoriel comme un noyau, nous donne la dimension de l'espace vectoriel et facilite considérablement la recherche et la détermination d'une base, puisqu'on n'aura pas à montrer qu'elle est libre et génératrice, connaissant le nombre de vecteurs que doit avoir une base, eh bien on peut récupérer la propriété directement. Alors pour l'exercice numéro 21, où il est question de démontrer l'équivalence entre deux propriétés, on va voir que cet exercice-là est une application également de la formule du rang qui va être omniprésente dans tous les développements. Alors c'est parti, on a démontré l'équivalence entre deux propriétés, on va raisonner par double implication. Donc je vais déjà supposer que j'ai cette propriété-là et je dois démontrer cette égalité-là. Donc on va déjà se concentrer sur ce qu'on doit démontrer. Hein. Montrons que le rang de f est égal au rang de f carré. Voilà ce qu'on doit démontrer. C'est-à-dire, si on formalise les choses un peu plus proprement, le rang de f par définition, c'est la dimension de l'image de f. Ça doit être égal à la dimension de l'image de f carré. Donc je dois démontrer que j'ai l'égalité entre ces deux dimensions. Alors je sais déjà qu'entre ces deux espaces vectoriels-là, j'ai une inclusion universelle. Hein. Je sais déjà que l'image de f carré est incluse dans l'image de f, puisqu'un élément de cet ensemble-là s'écrit f rond f de x, donc f de x, donc il est naturellement dans l'image de f, puisque c'est l'image de f de x par l'application f. Donc cette inclusion-là, elle est universelle, elle est vraie complètement indépendamment de l'exercice. Si j'arrive à démontrer l'autre inclusion, j'aurai l'égalité entre ces espaces vectoriels et j'aurai donc l'égalité des dimensions. Donc là, on voit que l'autre inclusion pourrait nous permettre de nous en sortir. L'autre inclusion qui manifestement n'est pas universelle, et qui pourrait être justement la conséquence de cette égalité. Donc montrons maintenant l'autre inclusion, que l'image de f est incluse dans l'image de f carré. Bon, ben ça, on sait comment montrer une inclusion. Hein. Donc on va prendre un vecteur y qui appartient à l'image de f, et on va devoir démontrer qu'il est dans l'image de f carré. Alors, y appartient à l'image de f, c'est une réécriture de y. Donc il existe un vecteur x appartenant à l'image de tel que y s'écrit f de x. L'objectif, c'est de démontrer que y s'écrit comme l'image d'un vecteur de e par l'application f rond f. Alors là, comme je suis coincé, hein, je vais regarder un peu ce qui se passe du point de vue de mes hypothèses. En hypothèse, on a que e s'écrit comme somme de kerf et de imf avec écriture unique. Là, à mon avis, c'est plutôt une histoire d'existence, hein, puisque je suis dans l'image, il faut montrer qu'il existe une réécriture de l'élément y qui m'arrange. Qu'est-ce que je pourrais faire avec cette hypothèse, sachant que moi, je viens de réécrire y sous cette forme-là? À l'évidence, ici, je peux écrire autrement les éléments de E, sachant que l'objectif, c'est d'écrire autrement y, hein, c'est vraiment une réécriture. Donc on va utiliser cette réécriture, et ce que je vais utiliser comme propriété pour pouvoir réécrire cet élément, je vais répéter ces choses-là 20 fois s'il le faut, c'est cette propriété. Donc je vais prendre mon vecteur de E, je vais le décomposer dans cette famille. Donc je peux dire qu'il existe a priori un vecteur A qui appartient au noyau de f, d'une part, et un vecteur qui est dans l'image de f. Un vecteur qui est dans l'image de f, je vais tout de suite l'écrire sous la forme de l'image d'un vecteur de E.
Donc il existe t appartenant à E tel que mon vecteur x qui est ici, il s'écrit comme a plus f de t. Du coup, je vais pouvoir réécrire mon y, ce qui est le but. Y, c'est f de x, mais en réécrivant x sous cette forme-là, c'est f de a plus f de t. Comme f est une application linéaire, ça c'est f de a plus f rond f de t, ou f de f de t. Donc, comme a est un vecteur qui est dans le noyau de f, ce vecteur-là est nul, je récupère donc que y est égal à f rond f de t. Je viens de démontrer donc que y appartient à l'image de f carré. Donc on a cette inclusion qui est universelle. On vient de démontrer que, en raison de cette égalité-là, j'ai montré que tout élément y qui est dans l'image de f est dans l'image de f carré. On vient donc de démontrer l'égalité des espaces vectoriels image de f et image de f carré. Donc, en particulier, si ces deux espaces vectoriels sont égaux, ils ont la même dimension. Voilà, donc là on a montré l'égalité des dimensions, sachant qu'on avait déjà une inclusion en montrant l'égalité des espaces vectoriels, puisqu'on sait que dans ce cas-là, l'égalité des dimensions et l'égalité, c'est équivalent, puisque quand on a égalité des dimensions et inclusion, on a égalité des espaces vectoriels, ce qui m'a permis de me diriger vers cette stratégie-là. Alors là, je ne peux pas parler de dimension, bien sûr, dans ce cas-là, puisque j'avais justement, il fallait que je montre l'égalité des dimensions. Donc là, il fallait passer par l'égalité des espaces vectoriels, et c'était assuré par la réécriture des éléments de E, qui était assuré par le fait que le noyau et l'image étaient supposés supplémentaires. Alors maintenant, on va passer à l'autre implication, l'implication réciproque. Cette fois-ci, on va supposer qu'on a cette relation-là, et on doit démontrer qu'on a cette relation-là. Donc c'est parti, montrons que E est égal au noyau de f plus l'image de f. Donc montrons que ces deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires de E. Alors ici, quand j'aborde cette question, c'est une question d'existence et d'unicité. Je sais qu'en dimension finie, on a des avancées. On a des avancées, on sait que si la dimension de E est égale à la dimension du noyau plus la dimension de l'image, alors il suffit de démontrer soit que l'intersection est réduite au vecteur nul, soit que E s'écrit comme la somme de kerf plus imf. Or ici, que donne la formule Durand? La formule Durand, elle me dit justement que la dimension de E est égale à la dimension de kerf plus dimension de imf. La formule Durand s'applique puisque la dimension de l'espace vectoriel de départ est finie, donc on peut bien appliquer la formule Durand, et f est une application linéaire. Moralité, on aura donc E est somme directe du noyau et de l'image à la condition nécessaire et suffisante que l'intersection entre ces deux sous-espaces vectoriels-là est réduite à 0, ou éventuellement que kerf plus imf est égal à E. Moi, je vais choisir cette propriété. Donc, on vient déjà de dire que grâce à la formule Durand, c'est l'intervention capitale des dimensions, montrer ça, c'est démontrer ça. Donc, moi, je vais me contenter de démontrer cette propriété-là. Alors, évidemment, l'inclusion réciproque est vraie puisque le vecteur nul appartient à kerf et le vecteur nul appartient à imf, puisqu'on sait bien que kerf et imf sont des sous-espaces vectoriels de E. Donc là, cette inclusion-là, elle est universelle. L'autre inclusion, elle va probablement être liée à cette relation-là. Donc c'est parti, je me donne un vecteur, je vais l'appeler Y, qui appartient à l'image de f inter le noyau de f, et je vais tâcher de démontrer que ce vecteur est le vecteur nul. Je vais déjà réécrire mon petit vecteur. Y appartient à l'image de f. Ça veut dire qu'il existe un vecteur de E tel que y est égal à f de x. Et maintenant, je vais utiliser le fait que y est dans le noyau de f pour dire que j'ai f de y qui est égal à 0 de E. Mais en prenant l'écriture qui est ici et l'écriture qui est ici, on récupère donc que f rond f de x est égal à 0 de E. C'est-à-dire qu'on met en évidence tout naturellement un vecteur
qui est dans le noyau de F2. Mais moi, ce que je veux montrer, c'est que y est égal à 0. C'est-à-dire, je veux montrer que f de x est égal à 0. En fait, je veux montrer que x, il appartient au noyau de f. J'ai pas de chance, là, j'obtiens que x appartient au noyau de f2. Je dis que c'est pas de chance, d'autant plus que je sais que j'ai l'inclusion kerf inclus dans kerf2, alors que moi, pas de bol, il faudrait l'inclusion kerf2 inclus dans kerf. Oh, c'est pas de bol, hein. C'est pas de bol, hein. Mais si j'ai l'égalité des dimensions, l'inclusion et l'égalité des dimensions me permettent de conclure. Or, mon hypothèse, elle me donne quoi? Elle me donne l'égalité des dimensions de deux espaces vectoriels. Alors, ouais, vous allez me dire, mais le problème, c'est que ces deux espaces vectoriels, c'est les images, c'est pas les noyaux. Comment tu veux montrer ça? Eh ben, avec la formule Durand, puisque la formule Durand donne justement des relations entre les noyaux et les images. Ah, ben, je crois que c'est fini. Donc, on a cette inclusion qui est universelle. On a aussi que la dimension de ker f est égale, d'après la formule Durand, à la dimension de E, on peut l'appeler n, moins le rang de f. Mais le rang de f est égal au rang de f2, donc ça c'est n moins le rang de f2. Et si j'applique la formule Durand cette fois-ci à f2, j'obtiens la dimension de kerf2. Donc la dimension de kerf est égale à la dimension de kerf2. J'ai une inclusion universelle. J'ai donc kerf qui est inclus dans kerf2 et j'ai l'égalité des dimensions. J'ai donc que kerf est égal à kerf2. Donc en fait, que mon x qui est ici, grâce à cette égalité-là, grâce à l'égalité que je viens de récupérer ici, ce x ici, il est en fait dans kerf. Puisque je viens de démontrer que ces deux ensembles sont égaux. Donc mon y que j'ai pris ici dans l'intersection, il est égal à f de x, et je viens de démontrer que x est dans le noyau de f. Donc ce vecteur-là est le vecteur nul de E. On vient donc bien de démontrer que l'image de f inter le noyau de f est égale au vecteur nul de E. Et ça, on sait que cette propriété-là, elle était équivalente à cette propriété-là. Donc à partir du moment où j'ai celle-là, j'ai celle-là. Donc on vient bien de démontrer que ces deux propriétés-là sont équivalentes. Voilà pour cet exercice qui est pas très facile, hein, vous avez vu. Alors pour cet exercice, je vais vous proposer une approche radicalement différente. En fait, ici, si vous regardez bien le nœud quelque part, le point clé de la démonstration, c'était d'appliquer la formule Durand à f et à f2, quelque part séparément. Et je vais vous montrer qu'en fait, si on réfléchit un peu, cet exercice-là, on peut le faire en quelques lignes. 2 lignes, ça serait un peu exagéré, mais quelques lignes, ça n'est pas exagéré. En fait, on sent bien effectivement que l'idée, c'est de regarder les liens qu'il peut y avoir entre l'application f et l'application f rond f. Donc là, je vais faire le diagramme que je fais toujours quand je manipule des composés d'applications linéaires, en disant là j'ai f, là j'ai l'application f. Et ce que j'aimerais, c'est quelque part appliquer la formule Durand en prenant en compte la composition. C'est-à-dire pas appliquer la formule Durand à f rond f, mais en prenant en compte la composition. Alors, si vous regardez bien ce qui se passe quand on fait la chaîne de composition, il y a deux applications f. La première application f s'applique à x, et la deuxième de la composition s'applique à f de x. Donc en fait, ce qui serait intéressant, c'est de dire, la première, elle s'applique évidemment à tous les vecteurs de E. Mais déjà, la deuxième fois que j'applique f, quand j'applique cette application-là, elle ne va pas s'appliquer à tous les vecteurs de E, elle va s'appliquer uniquement à des vecteurs qui se trouvent où? Qui se trouvent dans l'image de f. Donc si je veux appliquer la formule Durand en prenant en compte la composition, si j'applique la formule Durand à l'application f que je viens d'encadrer ici, en fait, j'applique pas vraiment, je ne devrais pas véritablement appliquer la formule Durand à f, je devrais appliquer la formule Durand à l'une de ces restrictions, vous voyez. Ça serait quand même beaucoup plus naturel d'appliquer la formule Durand à la restriction de f à l'image de f. Vous voyez, parce que c'est la seule façon de prendre en compte, quelque part, la composition. Donc, c'est ce que je vais faire, et je vais regarder si appliquer la formule Durand à cette restriction ne m'amène pas à une solution plus simple. C'était déjà ce qu'avait permis de démontrer le théorème Durand. Je vous rappelle, on avait appliqué la formule Durand à la restriction de f à un supplémentaire du noyau. Bon,
Là, je prends la restriction de f à l'image et j'essaye de voir si ça ne m'apporte pas une solution élégante. Alors, est-ce que je peux appliquer la formule du rang à cette application? La réponse est oui, puisque l'image de f est de dimension finie, puisque c'est un sous-espace vectoriel de E qui lui-même est de dimension finie, et f est une application linéaire, donc ces restrictions le sont aussi. Donc si j'applique la formule du rang à cette fonction, alors attention, hein, il faut faire les choses proprement. Hein. Si j'applique la formule du rang à cette fonction. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut déjà que je dise que je donne la dimension de l'espace vectoriel de départ. Donc ici, l'espace vectoriel de départ, c'est l'image de f. Ça va être égal à la dimension du noyau de cette application linéaire. Donc il va falloir que je détermine qu'est-ce que c'est que le noyau de f restreint à l'image de f, plus le rang, c'est-à-dire plus la dimension de l'image de f restreint à l'image de f. Donc il va déjà falloir que j'évalue proprement ce que c'est que ces deux espaces vectoriels pour appliquer la formule du rang à cette restriction. Alors, le noyau d'une application linéaire, ça c'est pas compliqué, par définition c'est l'ensemble des vecteurs x qui appartiennent à l'espace de départ, tel que eh bien, f de x est égal à 0. En fait, c'est quoi cet ensemble? C'est les vecteurs qui sont dans l'image et qui doivent vérifier f de x est égal à 0. On vérifie f de x est égal à 0 si et seulement si x est dans le noyau de f. Donc en fait, le noyau de cette restriction, c'est juste l'intersection entre les vecteurs qui sont dans l'ensemble de départ et les vecteurs qui sont dans le noyau de f. Donc la dimension du noyau de cette application linéaire, c'est imf inter ker f. Plus l'image, c'est quoi? L'image d'une application linéaire, c'est l'image de tous les vecteurs de l'espace de départ. Donc ça, c'est une définition possible de l'image, c'est f de l'ensemble de départ. Donc ici, ça va être f appliqué à l'ensemble de départ, qui est l'image de f. Mais l'image de f, c'est lui-même f de E, puisque c'est l'image par f de l'ensemble de départ de f. Et en fait, ce qu'on obtient ici, c'est f rond f de E. Donc en fait, ce qu'on obtient ici, c'est l'image de l'application f rond f. Donc en fait, ici, la dimension de l'image de cette application-là, c'est la dimension de l'image de f rond f. Donc, regardez la jolie formule que vous récupérez si vous appliquez la formule du rang à l'application qui est là en prenant en compte la composition. Cette formule-là, je vais la réécrire. Cette formule-là, elle se réécrit en disant le rang de f est égal à la dimension de l'image de f inter noyau de f plus le rang de f2. Et je me demande, une fois qu'on a démontré cette magnifique formule, c'est-à-dire une formule du rang qui prend en compte la composition, je me demande si, une fois qu'on a démontré cette formule-là, l'exercice ne devenait pas complètement trivial. J'y reviens. Si je suppose que j'ai ça, et que je dois montrer que le rang de f est égal au rang de f2, mais si j'ai ça, cet espace vectoriel est de dimension 0, puisqu'ils sont en somme directe, donc leur intersection est réduite à 0. Donc cet espace vectoriel est de dimension 0, donc j'ai rang de f qui est égal à rang de f2. L'implication directe, on l'a faite en parlant. Essayons de voir si là on ne peut pas le faire en parlant aussi. Mais si le rang de f est égal au rang de f2, la dimension de cet espace vectoriel est réduite au vecteur nul. Le seul espace vectoriel qui est de dimension 0, c'est le singleton vecteur nul. Donc, si j'ai ça, si j'ai égalité entre ces deux-là, lui, c'est le singleton vecteur nul. Mais avec la formule du rang appliquée à f, si j'ai l'égalité des dimensions et le fait que j'ai ça, j'ai directement ça. On l'a fourni dans l'exercice. Allons passer au dernier exercice d'application de la formule du rang, où on prend un endomorphisme de E, où E est un espace vectoriel de dimension finie, et je demande de montrer que la dimension du noyau de F2 est encadrée entre dimension de KRF et 2 fois la dimension de KRF. C'est parti. Alors déjà, les deux inégalités, pour moi, ne sont pas du même niveau. Celle-là est de niveau très très simple. Pourquoi? Parce qu'elle est juste issue d'une inclusion universelle qu'on connaît bien. Le noyau de f est bien entendu inclus dans le noyau de f rond f. Alors pour le coup, je vais redémontrer cette relation qui pour moi
est une relation qu'on a vue en cours, puisqu'on a vu que le noyau de f rongé contenait toujours le noyau de g. La vérification est évidente. Si je prends x, un vecteur du noyau de f, on a donc f de x qui est égal à 0 de e. Donc, si j'applique f à cette relation, je vais avoir f rond f de x qui est égal à f de 0 de e, et f de 0 de e, c'est 0 de e. Donc, on vient bien de démontrer que x appartient au noyau de f2. J'ai pris x dans le noyau de f, je me suis engagé à montrer que ce x-là est dans le noyau de f2, ce que l'on a fait. Donc, on a montré l'inclusion entre ces deux-là. Cette inclusion est complètement indépendante des hypothèses que l'on peut avoir, à part du fait que f est linéaire, donc on peut la qualifier d'universelle. Si j'ai une inclusion entre deux espaces vectoriels, eh bien donc, ça veut dire que lui est un sous-espace vectoriel de lui. Donc la dimension du premier est évidemment inférieure ou égale à la dimension du deuxième. Et c'est gagné. Alors, la première inégalité est démontrée, passons à la deuxième. Alors, la deuxième, elle a l'air plus difficile, puisqu'il y a un facteur 2 qui apparaît, et on ne sait pas trop d'où il peut sortir, ce facteur 2. Donc, il va falloir essayer de réfléchir. Moi, il y a un truc qui est clair, c'est que quand j'ai une formule qui fait intervenir une application et ses composés, je fais toujours le même type de raisonnement. Déjà, je fais ma petite composition, tranquillou, pour faire apparaître ma composée. Toujours. Je dis x va s'envoyer sur f de x, puis on va réappliquer f pour obtenir f de x. Et je fais toujours le même type de raisonnement en disant, tiens, les deux applications f là n'ont pas le même statut. La première va s'appliquer à tous les vecteurs de E. Par contre, la seconde ne va s'appliquer qu'à des vecteurs de l'image de f. Donc je me dis, en fait, il faudrait que j'applique la formule Durand à cette application f là, en prenant en compte le fait qu'elle ne s'applique qu'à des vecteurs de l'image. Donc on retombe sur ce que l'on a fait tout à l'heure, en disant, ça serait peut-être pas mal d'appliquer la formule du rang à f restreint à l'image de f. Cette application, je vous rappelle que c'est l'application qui a x associé f de x, à la précision près qu'on ne l'applique pas sur tous les vecteurs de E, on l'applique juste sur les vecteurs de l'image. Donc on va appliquer la formule Durand à cette fonction, donc ceux qui n'ont pas encore bien saisi tout à l'heure, deuxième chance. Donc la dimension de l'espace vectoriel de départ de cette fonction, c'est le rang de f, puisque c'est la dimension de l'image de f. Là, on va lui ajouter la dimension du noyau de cette application. Donc il faut que je recherche le noyau de cette application. Donc là, je traduis tout simplement ce que ça signifie. X est dans le noyau de f restreint à l'image de f. Il y a deux propriétés que vous devez assurer pour avoir cela. Déjà, x, il doit être dans l'ensemble de départ, donc x, il doit être dans l'image de f. Et bien, comme f de x doit être égal à 0, vous devez avoir x qui appartient au noyau de f. Est-ce que réciproquement ça fonctionne? Si x est dans l'image de f, j'ai le droit d'appliquer cette fonction-là. Et quand je l'applique, j'obtiens bien 0, puisque x est dans le noyau de f. On vient donc bien de démontrer que x est dans cette restriction, enfin dans le noyau de cette restriction, si et seulement si il est dans l'intersection de l'image de f et du noyau de f. En fait, si vous y réfléchissez, qu'est-ce qu'on vient de démontrer plus généralement? On vient de démontrer que le noyau de f restreint à h, c'est en fait l'intersection de h et du noyau de f. Donc ici, ça sera l'intersection de f et du noyau de f. Ensuite, il faut que je calcule le rang de cette application linéaire. Le rang de cette application linéaire, c'est l'image de f restreint à l'image de f. C'est quoi cette bête-là? Allons-y mollo. L'image d'une application linéaire, c'est l'image des vecteurs de l'ensemble de départ. Donc en fait, l'image de cette application linéaire, c'est tout simplement f de l'image de f. Il faut être pragmatique, c'est f de l'image de f. Or, l'image de f, c'est quoi donc cette bête? L'image de f, c'est f2. Donc ça, c'est f de f2. Donc ce truc-là, en fait, c'est tout simplement f de 2. Mais f de 2, c'est l'image de tous les vecteurs E par l'application f2. Donc c'est l'image de f2. Donc on retrouve le fait que
l'image de la restriction qui est là, c'est l'image de F2. Donc, la dimension de l'image de F2 étant égale au rang de F2, on a ça. Alors, vous allez me dire, mais c'est hyper décevant comme formule, parce que nous, on cherche plutôt des relations entre le noyau de F et le noyau de F rond F. Et là, on a plutôt le rang de F rond F. Quand on a des choses sur le rang, on a des choses sur le noyau, via la formule du rang. Donc là, si j'applique la formule du rang à F, je vais récupérer que ça, c'est n moins la dimension du noyau de F. Là, je travaille toujours avec des égalités. Hein. Ça, j'y touche pas pour l'instant, je ne sais pas trop quoi en faire. Donc, avant de faire une bêtise et avant que ma formule soit bien préparée, j'y touche pas. Et ça, c'est n moins la dimension de KRF2. Alors là, on a fait apparaître les acteurs de notre formule. Les n ici vont évidemment s'éliminer. Je vais faire passer le KRF2 de ce côté et le KRF de l'autre côté pour obtenir une formule sympathique. Le noyau de KRF2 est donc égal au noyau de KRF, super, 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 plus le noyau, oh, ça c'est moche, mais j'ai une égalité, hein, donc ma formule, moi je la trouve hyper jolie. Voilà ma jolie formule. Et moi maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est de montrer que la dimension de noyau de F rond F est plus petite que 2 fois la dimension du noyau de F. En fait, pour avoir ça, il suffirait que ça, ce soit plus petit que la dimension du noyau de F. Mais c'est fini, puisque KRF intérim F, évidemment, ça, c'est un sous-espace vectoriel de KRF, puisque l'intersection est incluse dans KRF. Donc, lui est plus petite que la dimension de KRF. On vient donc bien de démontrer que la dimension de KRF2 est plus petite que 2 fois la dimension de KRF. Et là, encore une fois, vous avez vu que la clé, ça a été d'appliquer la formule du rang à une restriction, et vous avez vu comment j'ai fait pour trouver à quelle restriction avec quelle restriction on allait travailler. J'ai juste pris en compte que dans la deuxième application qu'on compose, ça ne s'applique pas sur n'importe quel vecteur de E, ça s'applique sur des vecteurs de l'image. Alors on va passer maintenant au théorème 30, où il est question de prendre une application linéaire définie sur E à valeur dans F. Donc, voilà, une application U définie sur E à valeur dans F, où E et F sont des espaces vectoriels de dimension finie. La dimension de E, je l'appelle N, et la dimension de F, je l'appelle P. Donc je me place dans les conditions d'application de ce théorème. Et je voudrais démontrer que le rang de U, il est doublement contraint, contrairement au noyau. Le noyau est un sous-espace vectoriel de E, donc sa dimension, elle est plus petite que celle de E, puisque c'est un sous-espace vectoriel de E. Alors qu'on voit que pour l'image, c'est-à-dire la dimension de l'image, il y a une contrainte sur la dimension de E et sur la dimension de F. L'image a une dimension qui est plus petite que les dimensions au départ et à l'arrivée. Ce qui paraît un peu dingue, puisqu'a priori, l'image de F est un sous-espace vectoriel de F, donc on s'attendrait plutôt à avoir une contrainte par rapport à la dimension de F. Mais non, 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 non. Il y a une double contrainte par rapport à la dimension de E et par rapport à la dimension de F. Allez, on va explorer ça. Alors, la démonstration est en fait assez facile, puisque il y a déjà une inégalité qui est naturelle, puisque l'image de U, déjà, est incluse dans F. C'est un sous-espace vectoriel de F. Donc, ça donne directement que la dimension de l'image de U, c'est-à-dire le rang de U, est plus petite que la dimension de F, est plus petite que P. Donc là, il y a une première inégalité qui tombe vraiment toute seule. La deuxième inégalité, comme c'est une contrainte sur E, je vais parler plutôt par rapport à la dimension de E. La dimension de E, je peux récupérer un lien entre la dimension de E et le rang de U en appliquant la formule du rang. Alors la formule du rang, je peux l'appliquer, puisque l'espace vectoriel de départ est de dimension finie. Donc je peux appliquer cette formule du rang. Mais le noyau est un espace vectoriel, la dimension est un nombre entier, positif ou nul. Donc cette quantité-là, elle est évidemment plus grande que le rang de U. Ah bah c'est déjà fini. On obtient que le rang de U, il est plus petit que la dimension de E, donc on obtient que le rang de U, il est plus petit que N. Donc on a d'une part que le rang de U, il est plus petit que P, d'autre part le rang de U est plus petit que N. Le rang de U, il est donc plus petit que le minimum de N et de P. Notez que cette relation-là, on pouvait la voir par un autre biais, indépendant de la formule du rang. On pouvait le voir en disant que si je me donne une base E1, E2, En de l'espace vectoriel E, rappelez-vous l'image de U était égale à l'espace vectoriel engendré par l'image d'une base. Donc l'image des vecteurs
de cette base était une famille génératrice de l'image, donc le nombre de vecteurs d'une base est forcément plus petit que le nombre de vecteurs d'une famille génératrice, ce qui donnait directement que la dimension de l'image de U était plus petite que le cardinal de cette famille génératrice N. Donc là, on avait deux biais possibles pour pouvoir comparer à eux, parce que n'oublions pas qu'une application linéaire, elle est entièrement déterminée par l'image d'une base de E, donc il y a forcément un lien avec E. Donc l'image, contrairement au noyau, est doublement contrainte. Elle est contrainte par E et par F. On va passer maintenant à l'inégalité de Sylvester. Donc on a vu que le rang d'une application linéaire, elle est doublement contrainte par ce qui se passe au départ et à l'arrivée. On va voir l'incidence que ça peut avoir sur le rang d'une composition. C'est-à-dire comment on peut à la fois la contraindre avec le rang de U et avec le rang de V. Alors, on va voir comment ça se démontre. Moi, je vais toujours regarder du côté de ce qui est universel, hein, pour voir comment on peut démontrer ça de façon très très efficace. Alors, déjà, je vais regarder ce que je veux contraindre, hein. Ce que je veux contraindre, c'est le rang de V rond U. Le rang de V rond U, c'est la dimension de l'image de V rond U. Donc on va déjà regarder ce qu'on peut dire de cet espace vectoriel-là. L'image de V rond U, par définition, c'est V rond U de E. Ce que je peux écrire comme ça en description en disant c'est l'ensemble des V de U de X où X appartient à E. C'est une des manières d'écrire cet espace vectoriel. Oula, il n'est pas bon mon vecteur X. Hein. Oh, qu'il est laid. Allez, on va l'enjoliver un peu. Bon, le blanc là, ça sera X dans peu de temps. Donc on voit tout de suite qu'on a une inclusion universelle. C'est que l'image de V rond U est effectivement incluse dans l'image de V. Puisqu'un vecteur qui est dans l'image de V rond U, il s'écrit V de quelque chose ou quelque chose est dans l'ensemble des départs de F, c'est quelque chose qui est dans F. Du coup, comme lui est un sous-espace vectoriel de lui, on obtient donc que le rang de V rond U est donc inférieur ou égal au rang de V. Donc voilà déjà la première relation qu'on récupère. On récupère donc tout naturellement qu'on a cette inégalité. Alors, je me dis la plupart du temps, les inégalités qui vont porter sur l'autre inclusion, c'est une autre inclusion universelle qui porte sur les noyaux. Donc ce qui serait bon, ça serait, là j'ai comparé deux images qui pouvaient être comparées. Donc les images qui pouvaient être comparées, c'est l'image de V rond U et l'image de V. Elles sont comparables puisqu'elles vivent dans le même espace vectoriel. Maintenant, je vais regarder ce que je peux comparer aussi avec V rond U. Le noyau de V rond U est un sous-espace vectoriel de E, qui est aussi un sous-espace vectoriel de E, le noyau de U. Donc là où on avait une comparaison universelle entre le noyau, entre l'image de V rond U et l'image de V, je vais regarder s'il y a une comparaison universelle par rapport au noyau de V rond U. Donc, le noyau de V rond U est ce qui peut être comparé au noyau de U. Alors ça aussi, on sait que c'est une inclusion universelle. Par contre, elle ne va pas être dans le même sens que celle pour l'image. On a cette inclusion-là naturelle. Pourquoi? Parce que si X appartient au noyau de U, on a U de X qui est égal à 0, alors 0 de F, hein, puisque les images sont dans F. Donc, en appliquant V à cette relation, je peux bien appliquer V, puisque V est défini sur F, et U de X appartient à F. Je vais récupérer ça, c'est V de 0 de F, et V de 0 de F, c'est 0 de G. Donc, on récupère directement que V rond U de X, c'est 0 de G. Donc, on peut naturellement comparer le noyau de U et le noyau de V rond U. Tout simplement déjà parce qu'il... Je vais dire contient X, puisque je suis mal parti pour le dire autrement. Donc j'avais pris X là-dedans, j'ai montré que X est là-dedans, donc on a l'inclusion universelle ici qui est totalement validée. Donc cette inclusion, elle va s'accompagner d'une inégalité au niveau des dimensions. Donc on va récupérer que la dimension du noyau de U est inférieure ou égale à la dimension du noyau de V rond U, et que donc en appliquant la formule du rang à U,
je vais récupérer quelle est la dimension de E que je vais appeler n. Bon, je vais appeler dimension de E, vous voyez bien ce que je fais. Dimension de E moins le rang de U, qui est la dimension du noyau de U, est plus petite que maintenant j'applique la formule du rang à V rond U, dont l'espace vectoriel de départ c'est E, donc est plus petit que la dimension de E moins le rang de V rond U. Les deux dimensions ici s'éliminent dans l'inégalité, et quand on fait jouer le jeu des chaises musicales au rang, on obtient bien que rang de V rond U est plus petit que le rang de U. Donc on vient d'obtenir à l'aide de deux inclusions complètement universelles, hein, vous avez vu ce qu'on a fait, c'est cette inclusion universelle donne cette inclusion entre le rang de V rond U et le rang de V, et ensuite cette inclusion universelle donne cette inégalité sur les dimensions de l'image de V rond U et l'image de U. Donc au passage, on vient donc de démontrer que le rang de V rond U est inférieur ou égal au minimum du rang de U et du rang de V. C'est gagné. Alors passons à la proposition numéro 32, qui pour l'instant je peux vous dire que ce ne sera pas l'application que je vais la plus utiliser dans les exercices. Je pense même que je ne vais quasiment pas l'utiliser dans les espaces vectoriels de dimension finie, à dire vrai, hein, si on veut parler sans langue de bois. Par contre, je vous annonce qu'elle sera essentielle dans le chapitre suivant où on va travailler dans les matrices, puisqu'on va voir que composer avec un isomorphisme, c'est multiplier par une matrice inversible. C'est justement ce résultat-là qui va me permettre de passer des opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes d'une matrice à des propriétés géométriques sur les applications linéaires. Donc bon, ça ne sera pas the main théorème de la dimension finie, par contre, ça sera un théorème qui va me faire une jolie passerelle entre la théorie de la dimension finie pour les applications linéaires et la théorie des matrices. Donc on va le démontrer, c'est de toute façon un excellent exercice, donc je vais m'y plier clairement. Donc je vais prendre une application linéaire bijective et je vais montrer que le rang de V rond U, c'est le rang de V lorsque U est bijective, même propriété lorsque V est bijective. Donc comme l'application U et V sont des applications linéaires, je vous rappelle qu'une application linéaire bijective, son petit nom c'est un isomorphisme. Donc U serait un isomorphisme entre E et F, et V serait un isomorphisme entre F et G dans le premier point et dans le deuxième point. Alors commençons par la première flèche, où je vais supposer que U est un isomorphisme, et je vais démontrer que le rang de V rond U, c'est le rang de V. Alors, cette démonstration-là va être très très facile. Il suffit de regarder ce qu'on manipule. Le rang de V rond U, c'est l'image, la dimension de l'image de V rond U. L'image de V rond U, c'est quoi? Eh bien, c'est l'image par l'application V rond U de son espace vectoriel de départ E. Mais ça, c'est V appliqué à l'ensemble U de E. Mais U est une application bijective, donc en appliquant U au vecteur de l'ensemble de départ, je vais remplir tout l'ensemble d'arrivée. Donc l'ensemble U de E, c'est en fait l'ensemble F. Donc là, j'ai utilisé le fait que U de E est égal à F. Au passage, je n'ai pas utilisé la totalité de l'hypothèse ici. J'ai utilisé le fait que U était surjective. Notez bien, hein, je n'ai pas utilisé l'injectivité, j'ai juste utilisé la surjectivité. Donc je récupère V de F, et V de F, c'est l'image par V de tous les vecteurs de F, c'est l'image de V. Oh, je crois que c'est déjà terminé. On vient de démontrer que l'image de V rond U est égale à l'image de V. Donc si ces deux espaces vectoriels sont égaux, ils ont la même dimension. Alors pourquoi d'emblée je vous ai dit « Oh, je crois que ça va être facile ». Vous avez vu d'emblée je vous l'ai dit. C'est parce que quand j'ai cherché à regarder ce que je devais démontrer, je me suis dit tiens, ça revient à regarder s'il n'y a pas un lien entre l'image de V rond U et l'image de V. Si j'ai un lien, si j'ai l'égalité des espaces vectoriels, j'ai évidemment l'égalité de leurs dimensions. J'ai tout de suite vu que l'image de V et l'image de V rond U, elles étaient toutes les deux contenues dans G. C'était toutes les deux des sous-espaces vectoriels de G. Ce qui rend les comparaisons beaucoup plus faciles. Alors on va passer maintenant à la deuxième flèche, qui elle promet d'être plus difficile. Pourquoi?
Parce que, étant donné que V est bijective, je dois faire le lien entre le rang de V rond U et le rang de U. Or, le rang de V rond U, c'est la dimension de l'image de V rond U, c'est un sous-espace vectoriel de G. Alors que le rang de U, lui, est un sous-espace vectoriel de F. Donc ça veut dire que là, par exemple, essayer de comparer l'image de U et l'image de V rond U, ça n'a juste aucun sens. C'est deux ensembles qui ne sont même pas dans le même espace vectoriel. Plus difficile. Après, plutôt que de comparer les images, je pourrais comparer leurs noyaux, parce que les noyaux, eux, ce sont deux sous-espaces vectoriels de E. Ouais, je crois que j'ai gagné. Je pars de ce qui est universel. Ce qu'on a d'universel, ça, c'est clair, c'est que le noyau de U est inclus dans le noyau de V rond U. Ça, c'est complètement universel, puisque si U de x est égal à 0, V de U de x, c'est V de 0 qui est égal à 0. Donc, on a déjà cette relation. Imaginez qu'on ait une égalité. Ça serait chouette, non? Alors, on va essayer de voir si on n'a pas une égalité entre ces deux espaces vectoriels. Donc, on va essayer de voir si la deuxième inclusion, elle n'est pas vraie par hasard. Donc, je vais me donner un vecteur, je vais l'appeler x, qui appartient au noyau de V rond U, et je vais essayer de démontrer que ce vecteur, il est nécessairement dans le noyau de l'application U. Donc ça, je traduis ce que ça signifie. Ça signifie donc que V au rang U de x est égal à 0. Alors attendez, quel 0? V rond U, 0 de G. Donc ça signifie que le vecteur U de x appartient au noyau de V. Oui, mais V, c'est une application bijective. Donc V, c'est en particulier injectif. Comme V est injective, le noyau de V, c'est le vecteur nul de F. Ça, c'est parce que V est supposée bijective, donc en particulier injective. Donc ici, je vais récupérer que U de x, c'est le vecteur nul de F, puisqu'il appartient au singleton vecteur nul de F. Donc je récupère que x est dans le noyau de U. Donc là, on a vu l'intervention de l'hypothèse décisive pour pouvoir démontrer que tout vecteur dans le noyau de V rond U est aussi dans le noyau de U. Associé à l'inclusion universelle qui est là, on récupère donc que le noyau de U est égal au noyau de V rond U. Moralité, comme ces deux espaces vectoriels sont égaux, ils ont les mêmes dimensions. On récupère donc que la dimension du noyau de U est donc égale à la dimension du noyau de V rond U. Alors attention, c'est donc, il n'y a certainement pas équivalence entre ces deux propriétés. Or, moi, je veux ramener à des propriétés sur des rangs, donc je vais appliquer la formule du rang qui me fait le lien entre les deux noyaux et les images. U, si je lui applique sa formule du rang, ça me dit que l'espace vectoriel de départ, qui est bien de dimension finie, ça c'est les hypothèses qui sont dans le théorème, je ne les ai pas écrites, mais elles sont clairement identifiées dans le théorème de mon cours. Donc ça c'est la dimension de E moins le rang de U. Et V rond U, c'est une application qui est définie sur E. Si je lui applique la formule du rang, j'obtiens dimension de E moins rang de V rond U. Les dimensions de E s'éliminent, on récupère donc bien après multiplication par moins 1, que le rang de U est égal au rang de V rond U. Vous voyez, c'est assez drôle parce qu'en fait, on a démontré que si U était bijective, on avait cette relation-là, si V était bijective, on avait cette relation-là, alors que dans les faits, on peut avoir un peu mieux, on le voit. L'injectivité était suffisante pour avoir le deuxième point, et pour le premier point, et l'injectivité était suffisante pour le deuxième point. Donc évidemment, tout ça, c'est complètement améliorable, mais le programme lui demande que vous reteniez ce point essentiel. Quand on compose avec un isomorphisme, que ce soit à droite ou à gauche, on ne change pas le rang d'une application linéaire. C'est le point que vous devez retenir. Notez que dans le cours, j'ai fait une démonstration différente. À un moment donné, j'applique aussi la formule du rang à une restriction, ce qui donne aussi une jolie démonstration assez efficace de ce résultat. Pour le deuxième point, bien entendu, le premier point, on ne pourra jamais faire plus simple que ce que j'ai écrit ici. Passons au dernier petit paragraphe de ce cours, qui est la caractérisation des isomorphismes et des automorphismes en dimension finie.
Alors on sait déjà qu'une application qui est un isomorphisme, on va avoir la même dimension au départ et à l'arrivée. Donc il s'agit évidemment ici de travailler avec des applications linéaires où on a les mêmes dimensions au départ et à l'arrivée, où on a le même espace vectoriel au départ et à l'arrivée, en l'occurrence E. On a déjà vu que cette condition, elle était déjà nécessaire pour avoir un isomorphisme, puisque deux sous-espaces vectoriels sont isomorphes si et seulement si ils sont de même dimension. Bon. Ceci dit, on a vu dans tout le cours que la plupart des propriétés où on pouvait relier, où on pouvait parler d'unicité et d'existence, on avait pu systématiquement les améliorer quand on était dans un espace vectoriel de dimension finie. Ben, c'est la seule chose qui nous reste à améliorer. On a fait cette amélioration pour les bases, on a fait cette amélioration pour les sous-espaces vectoriels de dimension maximale, et maintenant il nous reste à faire le boulot pour les applications linéaires. Donc on va voir les deux résultats fondamentaux qui vont nous permettre de caractériser les espaces vectoriels en dimension finie. Bonus, ils vont se démontrer super simplement. Alors ce théorème prend la forme suivante. On prend une application linéaire de E dans F. On va supposer que la dimension de E est égale à la dimension de F, donc finie, attention, un entier naturel. Ce résultat est complètement fou, dimension infinie. Et on doit montrer qu'être injectif, c'est équivalent à être surjectif, c'est équivalent à être bijectif. Alors, la clé, évidemment, ça va être d'utiliser deux outils. Notre outil de mesure de l'injectivité, le noyau, je vous rappelle que le noyau de F, c'est l'ensemble qui mesure l'injectivité de F. Donc, évidemment, il sera au cœur de nos développements. Et l'ensemble qui mesure la surjectivité de F, c'est l'image. C'est notre outil qui mesure la surjectivité d'une application linéaire. Donc, ce que je vais faire, puisque l'espace vectoriel E est de dimension finie, je vais tout de suite lui appliquer la formule Durand, puisque la formule Durand, c'est justement la formule qui va relier l'objet qui mesure l'injectivité et l'objet qui mesure la surjectivité. Donc on va récupérer la dimension du noyau de F plus la dimension de l'image de F, puisque le rang de F, c'est la dimension de l'image de F. Et on va voir que tout va fonctionner avec ça. Je m'explique. Si je suppose que F est injective, je fais cette supposition-là. Ça implique que le noyau de F est égal à 0. J'ai d'ailleurs la réciproque, si le noyau de F est égal à 0, l'application est injective. Or, si F est de dimension 0, sa dimension, elle est égale à 0. Donc là, je sais que ça implique que la dimension du noyau de F est égale à 0. Je vous rappelle que j'ai aussi la réciproque, parce qu'il n'y a qu'un seul espace vectoriel de dimension 0, c'est le singleton vecteur nul. Bon, j'aime pas trop mettre une équivalence avec la dimension, parce que ça n'est vrai que justement quand on est de dimension nulle. Donc là, je vais laisser ça tel quel. Et avec la formule Durand, ça implique que la dimension de l'image de F est égale à la dimension de E. Mais la dimension de E, c'est aussi la dimension de F. Donc ça implique que la dimension de l'image de F est égale à la dimension de F. Mais attendez, là j'ai l'égalité des dimensions, mais j'ai quoi qui vient s'ajouter à cette relation? Ce qui vient s'ajouter à ceci, c'est l'inclusion universelle entre l'image de F et F, puisque je sais que l'image de F est un sous-espace vectoriel de F. Donc si je viens ajouter l'inclusion universelle de l'image de F dans F et l'égalité des dimensions, on sait que quand on a inclusion et égalité des dimensions, on a égalité des ensembles. Donc on récupère que l'image de F est égale à F. On vient donc bien de démontrer que l'image de F étant égale à F, on vient de démontrer que F est surjective. Donc là, on vient d'établir que l'injectivité de F, F injective, implique que F est surjective. Donc on vient de démontrer que l'injectivité implique la surjectivité. Voilà le premier point qui est réalisé. Maintenant, je vais montrer que être surjective, c'est être bijective. Donc on va supposer que F est surjective.
et on va montrer que f est bijective. En fait, il suffit de montrer qu'elle est injective, hein, puisque pour être bijective, il ne reste plus que l'injectivité à démontrer. Donc je suppose ça, et je sais que je dois démontrer que f est injective. Dire que f est surjective, une des façons de le voir, c'est donc de dire que l'image de f remplit tout l'espace f. Donc, en appliquant les dimensions, je récupère que la dimension de l'image de f, donc le rang de f, est égal à n, qui est aussi la dimension de e au passage, puisque la dimension de f est égale à la dimension de e. Si je reporte cette information-là dans la formule du rang, qu'est-ce qui se passe? Cette relation-là devient donc que la dimension de en est égale à la dimension de l'image de fn, qui est égale, enfin plus la dimension du noyau de f. En simplifiant les n de part et d'autre de l'égalité, j'obtiens donc que la dimension du noyau de f est égale à 0. Or, le seul espace vectoriel de dimension 0, c'est le singleton vecteur nul, bon, ici de E, puisque le noyau de f est un sous-espace vectoriel de E, qui prouve donc que f est injective. On vient bien de démontrer que si f est surjective, alors f est injective. On vient de démontrer que cette implication est réalisée, puisqu'on aura que f est surjective puis injective, donc surjective et injective, bijective. Sachant que f bijective implique f injective est évident, on a donc démontré que ça implique ça, que ça implique ça, que ça implique ça. On sait bien que dans ce cas-là, les trois propriétés sont équivalentes. Donc on vient de démontrer ce théorème absolument fondamental qui permet de dire que quand j'ai la même dimension au départ et à l'arrivée, l'existence et l'unicité c'est pareil, l'injectivité et la surjectivité c'est pareil. Vraiment un beau théorème. On peut donc maintenant citer le théorème 34 qui ne devrait s'appliquer qu'au corollaire 34 en toute logique, puisqu'il n'y a rien à démontrer. La démonstration ici va se résumer à juste appliquer le théorème précédent. Pourquoi? Parce que le théorème précédent me dit que si j'ai une application linéaire qui relie deux espaces vectoriels de même dimension, ici mon application f, c'est une application qui est définie sur E à valeur dans E. Donc si E est de dimension finie, il est bien évident qu'on est dans les hypothèses qui sont là, puisque la dimension de E est égale à la dimension de E. Donc la seule chose qu'on a à vérifier, c'est que la dimension est finie. Donc si E est linéaire et E de dimension finie, alors évidemment je suis dans les mêmes conclusions que le théorème 33. Donc finalement, si je suis dans ces conditions-là, le théorème 33 s'applique, et le théorème 33 dit qu'injectif, surjectif, bijectif, sous ces contraintes-là, c'est pareil. Donc la démonstration, c'est déjà vu, c'est la démonstration du théorème 33, puisque le théorème 34 n'en est qu'un cas particulier, le cas particulier où f est égal à E. Alors c'est le moment d'un point méthode pour nous aider à digérer toutes les façons possibles et imaginables que l'on a pour aborder le fait qu'une application linéaire est bijective. Quelles sont les possibilités? Alors, on sait déjà que si la dimension de l'espace vectoriel de départ n'est pas égale à la dimension de l'espace vectoriel d'arrivée, cette application, elle ne peut pas être bijective. Donc cette condition, elle est de toute façon indispensable, puisqu'on a vu que deux sous-espaces vectoriels sont isomorphes, si et seulement s'ils ont la même dimension. Donc déjà, quand on parle de bijectivité, ça sera a priori nécessaire d'avoir la même dimension au départ et à l'arrivée. Ça, on l'a déjà démontré. Une fois que cette propriété est avérée, ou éventuellement qu'on a E est égal à F, ce qui est le cas qu'on rencontre le plus souvent, puisqu'on travaille le plus souvent avec des endomorphismes. Il est donc équivalent d'avoir quoi pour montrer que l'application est bijective? Bon, déjà, je vais déjà dire U bijective, donc qui nous donne un isomorphisme entre E et F, ou un automorphisme de E si E est égal à F. Eh bien, ceci, c'est complètement équivalent, on l'a dit, à U injective. Mais du coup, c'est complètement équivalent à noyau de U se réduit à 0 de E. Mais comme le seul espace vectoriel de dimension 0, c'est 0, ça revient aussi à démontrer que la dimension de U est égale à 0. Continuons. Être injectif, on a vu que c'était équivalent à être surjectif sous les conditions qu'on a imposées ici. Donc ça, c'est équivalent à dire que U est surjective. Ce qui est aussi équivalent à dire que U de E est égal à F.
Ce qui est encore équivalent à dire que, eh bien, si l'image de l'ensemble de départ remplit F, ça signifie que U de E1, U de En est une base de F. Mais comme la dimension de E c'est N, c'est aussi équivalent à dire que U de E1, etc., U de En est libre, puisque la famille sera libre avec le bon nombre de vecteurs. Ce qui est encore équivalent à dire que la famille U de E1, etc., U de En est génératrice de F. Puisque si elle est génératrice de F, comme elle a le bon gabarit, ça sera une base de F. Vous avez vu toutes les propriétés qu'on récupère. On continue, hein. Ce qui sera encore équivalent à dire, je me suis perdu, je crois que je suis à 9, ce qui est encore équivalent à dire, en continuant aux propriétés sur l'image, que le rang de U est égal à la dimension de F est égal à N. Là, on voit vraiment toutes les façons qu'on a de dire qu'une application linéaire est bijective. Alors, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle en même temps, finalement, ce genre de résultat, parce que quand on a beaucoup de façons de voir les choses, ça nous donne une grande liberté dans la manière d'aborder les problèmes. Et évidemment, cette grande liberté dans la façon d'aborder les problèmes, ça va être de bien analyser la connaissance de l'énoncé. Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce que met en lumière l'énoncé? Qu'est-ce que mettent en lumière les hypothèses de l'exercice? Et c'est justement une fois qu'on sait ce qu'on va démontrer et qu'on a à regarder, à analyser les hypothèses, elles seront à analyser soit sous l'œil de l'injectivité, soit sous l'œil de la surjectivité, pour savoir si on va plutôt attaquer des propriétés de ce type-là, injective, le noyau de U, la liberté de la famille des vecteurs de base, ou des propriétés d'existence, surjective, U de E est égal à F, ou la génération de l'ensemble d'arrivées par l'image des vecteurs de base, ou une propriété sur le rang. Donc on voit qu'on a énormément de voir maintenant des applications bijectives. Et c'est pas fini, parce que les meilleurs sont à venir. Bientôt on va avoir une formule clé en main qui nous permet de savoir à quelles conditions nécessaires et suffisantes une application est un isomorphisme. Une formule clé en main. All inclusive quoi. Alors pour l'exercice numéro 23, qui est une application des deux théorèmes fondamentaux qu'on vient de voir, on peut le voir comme un exemple, on demande si cette application est un automorphisme de R3. Alors je vais passer la linéarité qui sera démontrée directement quand on aura les matrices, ça ne m'intéresse pas trop. On va regarder si on est dans ces conditions-là. Alors, ce que dit le résultat précédent, c'est que si la dimension de R3 est finie, alors il suffit de démontrer l'injectivité. Or, la dimension de R3, il est bien clair qu'elle vaut 3, et psi, donc je vous l'ai dit, c'est un endomorphisme de R3, la linéarité. Je vais faire comme si on l'avait déjà démontré avec des relations matricielles. Bon, je vous ai dit, ça ne m'intéresse pas. Je vais dire qu'est-ce qui paraît de plus simple à examiner pour l'application psi, puisque montrer qu'elle est bijective, c'est montrer qu'elle est injective ou surjective. Donc là, je vais commencer déjà par regarder ce que dit le cours. Le cours dit que psi est une application bijective, si et seulement si psi est soit injective, soit surjective. Bah, moi, je vais aller vers l'injectivité. L'injectivité, c'est simplement montrer que le noyau est réduit à 0. C'est simplement donc déterminer le noyau et montrer qu'il est réduit à 0. Or, déterminer le noyau de cette application est assez évident, puisque si vous prenez un vecteur de l'espace R3, à quelles conditions nécessaires et suffisantes ce vecteur est dans le noyau de psi? Ce vecteur est dans le noyau de psi à la condition nécessaire et suffisante que x plus y plus z soit égal à 0, que x plus y soit égal à 0 et que y plus z soit égal à 0. Si on fait les opérations élémentaires suivantes, la deuxième ligne, je lui retire la première. Regardez ce qu'on obtient. On obtient directement que moins z est égal à 0. Et je vois aussi que je peux faire un ménage radical ici, en disant à la troisième ligne, je retire aussi la première. Qu'est-ce qui va me rester? Il va juste me rester que moins x est égal à 0. Donc, on récupère que x est égal à z
et donc égal à y est égal à 0, parce que si x et z sont nuls, y est nécessairement nul. Donc, on a pris un vecteur dans le noyau de psi, et on a montré que ce vecteur était nécessairement le vecteur nul. Comme ici le donc on peut le remonter, et de toute façon comme 0 est toujours un élément du noyau de phi, on obtient donc que psi est une application injective, hein, puisque le 0 est toujours dans le noyau d'une application linéaire. Mais comme c'est une application linéaire en dimension finie avec la même dimension au départ et à l'arrivée, on peut donc affirmer que psi est un automorphisme de R3. C'est quand même assez énorme, hein, en fait. On contourne la propriété la plus difficile ici, qui est, semble-t-il, l'existence à travers la surjectivité. Alors passons à l'exercice numéro 24, où on a une application qui est définie sur R de x, à valeur dans R de x, qui a P à ceci, P plus P', et on me demande si phi est par hasard un automorphisme de R de x. Alors, énoncé comme ça, on se dit, mais qu'est-ce que vient faire cet exercice numéro 24? Puisque nous, tous les théorèmes qu'on a cités, on a vanté justement l'intérêt de la dimension finie. Or là, justement, on n'est pas en dimension finie, puisque je vous rappelle que c'est le premier espace vectoriel dont on a démontré qu'il était de dimension infinie, c'est R de x est de dimension infinie, ou n'est pas de dimension finie, ce qui est complètement équivalent. Donc là, on sait bien que le théorème qu'on a appliqué, les théorèmes qu'on applique ici, enfin les théorèmes qu'on a démontrés pardon, dans notre cours, seront donc complètement inapplicables. Bon. Bah, néanmoins, je pose la question, hein, donc on peut y répondre. Hein. Donc pour démontrer que cette application est un automorphisme, on doit déjà démontrer qu'elle est linéaire. Alors pour montrer la linéarité, on pourrait s'amuser avec des combinaisons linéaires, mais moi je ne vais pas procéder comme ça. Je vais dire que cette application, c'est en fait l'opérateur identité plus l'opérateur de dérivation. Donc, comme l'opérateur identité est un endomorphisme de R de x, et que l'opérateur de dérivation est aussi un endomorphisme de R de x, cette application-là, elle est bien linéaire, comme somme d'applications linéaires. Donc déjà, c'est un endomorphisme de R de x, comme combinaison linéaire d'endomorphisme de R de x. Pour montrer que c'est un automorphisme, je dois montrer donc que c'est injectif et surjectif. Là, je ne peux pas y couper. Je vais démontrer que phi est injective. Alors, pour démontrer que phi est injective, je vais montrer que le noyau se réduit au vecteur nul. Donc, je vais prendre un polynôme P appartenant à R de x. Et je vais démontrer que si phi de P est égal à 0, alors P est égal à 0. Alors cette propriété-là, elle donne directement que P plus P' est égal à 0. Pour avoir des renseignements sur le polynôme P, la première idée qui me vient, surtout quand on parle de polynôme, c'est de regarder ce qui se passe du point de vue des degrés. Or, du point de vue des degrés, on sait bien que le degré de P', il est inférieur ou égal au degré de P. On sait même que si P n'est pas le polynôme nul, alors le degré de P', il est toujours strictement plus petit que le degré de P. Ce qui veut donc dire que là, on est dans le cadre d'application des propriétés du cours. Le degré de P plus P' est donc égal au degré de P. Alors vous allez me dire, ouais, mais si les deux sont de même degré, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont pas de même degré déjà si P est le polynôme nul, enfin si P n'est pas le polynôme nul, et si P est le polynôme nul, ces deux polynômes sont nuls. Donc on a bien cette relation-là. Ce qui veut donc dire que l'application phi, elle conserve le degré. En fait, on vient de démontrer que le degré de phi de P est égal au degré de P. Donc l'application phi, elle va renvoyer un polynôme qui possède le même degré que le polynôme de départ. En moralité, cette relation-là, elle implique que P est le polynôme nul, puisque si on suppose que le degré de P est un entier naturel, alors on vient de démontrer que le degré de phi de P est lui aussi un entier naturel. Donc à partir du moment où P n'est pas le polynôme nul, à partir du moment où
P est différent de 0, phi de P sera forcément différent de 0 puisque son degré sera un entier naturel, et donc cette condition ne sera pas remplie. Donc la seule façon de remplir cette condition, c'est que P soit le polynôme nul. Au vu de ce qu'on a dit ici, si on suppose que P n'est pas nul, alors phi de P est de degré entier naturel, donc phi de P n'est pas nul, ce qui vient contredire la relation qu'on a donnée ici. Donc un petit raisonnement par contraposition donne le résultat, puisqu'on vient de démontrer que P différent de 0 implique que P plus P' différent de 0, donc par contraposé, j'ai ça. Donc on vient de démontrer que si je prends un polynôme dans le noyau de P, ce polynôme est le polynôme nul. On vient donc de démontrer que ker phi est inclus dans le singleton vecteur nul, mais comme le singleton vecteur nul est aussi inclus dans ker phi, puisque le noyau de phi contient nécessairement 0, on obtient que le noyau de phi est égal à 0. On vient donc de prouver que l'application phi est une application injective. Alors il nous reste le plus difficile en fait, c'est de montrer la surjectivité. Et là, j'ai pas la dimension finie pour m'aider. Aïe aïe aïe. Et là tant pis, il va quand même falloir montrer que phi est surjective. Alors comment on va arriver à démontrer la surjectivité? Les amis, il va falloir récupérer la surjectivité à la main, c'est-à-dire qu'on va probablement prendre un polynôme Q qui appartient à R de X, l'ensemble d'arrivées, et dire ce qu'on cherche. Alors je vais noter son degré, j'en aurai probablement besoin. Donc le degré de Q, je vais l'appeler N. Donc je peux supposer que le degré de Q c'est un entier naturel, parce que le polynôme nul il a un antécédent qui est le polynôme nul, donc pour lui il n'y a pas de sport. Donc je prends un polynôme de degré entier naturel et je lui cherche un antécédent. Mais attendez, ces antécédents, avec ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On sait que le degré de phi de P est égal au degré de P. Ça c'est ce qu'on sait. Donc ça veut dire que si je cherche un polynôme de R de X tel que phi de P est égal à Q, le degré de phi de P étant égal au degré de Q, a priori le polynôme Q il devra avoir le même degré que son antécédent. Donc le même degré que P. Puisque si phi de P est égal à Q, le degré de phi de P est égal au degré de Q, mais le degré de phi de P c'est le degré de P. Donc les antécédents de Q, évidemment, s'ils existent, sont de degré n. Pas le choix. Donc déjà, s'il y a des antécédents, c'est forcément des polynômes de degré n. Mais attendez, moralité. J'ai pas besoin d'appliquer, j'ai pas besoin de considérer l'application phi sur Rn. Je peux très bien travailler avec quoi? Vu que les antécédents, s'ils existent, ils sont de degré inférieur ou égaux à n, et même de degré n, je peux travailler avec la restriction de phi à Rn de x. Mais je sais que cette application-là, elle va être à valeur dans quoi? Elle est a priori à valeur dans R de x, mais je sais que le degré d'un polynôme de degré inférieur ou égal à n, c'est le degré de ce polynôme. Donc il sera aussi de degré inférieur ou égal à n. Donc en fait, cette relation-là sur les degrés, qu'est-ce qu'elle va imposer? Elle va imposer que phi, la restriction de phi à Rn, induit un endomorphisme de Rn, puisqu'un polynôme de degré inférieur ou égal à n va s'envoyer sur un polynôme de degré inférieur ou égal à n. Mais là, cette restriction, elle est définie sur deux espaces vectoriels de dimension finie qui ont la même dimension, puisque lui est de dimension n plus 1 et lui est de dimension n plus 1. Donc, comme le polynôme Q est de degré n, évidemment, Q est un polynôme qui vit dans cet ensemble-là. Donc, comme l'application phi restreinte à Rn est définie sur deux espaces vectoriels de même dimension, comme le noyau de phi restreint à Rn, c'est l'intersection entre Rn de x et le noyau de phi, puisque pour être dans le noyau de cette application, il faut être dans le noyau de phi et il faut être dans l'espace de départ. Cette application, elle se réduit, le noyau se réduit à 0, puisque l'application phi est injective.
S'il n'y a que le polynôme nul qui s'en va sur le polynôme nul avec l'application phi, bah, vous ne trouverez pas plus de solutions dans Rn, puisqu'on en prend encore moins. Moralité. Ici, j'ai une application linéaire qui est définie sur un espace vectoriel de dimension n plus 1 à valeur dans un espace de dimension n plus 1 qui de surcroît est injective. Mais là, je suis capable d'appliquer les théorèmes de la dimension finie. Donc, je peux bien affirmer que phi restreint à Rn de x est un automorphisme ou induit un automorphisme de Rn de x. Je me suis ramené à la dimension finie en utilisant que la restriction de phi à Rn de x induit un automorphisme de Rn de x. Moralité, le polynôme q qu'on a pris ici, il admet un unique antécédent par cette fonction-là. Donc je peux bien affirmer qu'il existe un unique polynôme p appartenant à Rn de x, tel que phi appliqué à ce polynôme p est égal à q. Alors vous pourriez dire là, ouais, mais attendez, c'est une restriction, là c'est phi restreint à Rn de x appliqué à q. Enfin, phi restreint à Rn de x appliqué à q, enfin, phi restreint à Rn de x appliqué à p, c'est phi de p. Donc on vient bien de démontrer qu'il y a un antécédent pour q. Donc l'application est bien surjective. Ah, elle est surjective, elle est injective. On vient de démontrer que phi est un automorphisme de R de x. Donc là, vous avez vu, la clé, ça a été de voir que, a priori, s'il y a des antécédents, ils sont dans un espace vectoriel de dimension finie, ce qui nous a permis de nous ramener dans le cadre de la dimension finie. Et là, on n'a plus appliqué les théorèmes qui disent que quand j'ai une application qui est linéaire entre deux espaces de dimension finie, si cette application est de surcroît injective, alors c'est un automorphisme de Rn de x. Donc on a réussi coûte que coûte à se ramener dans le giron de la dimension finie. Allez, terminons ce cours par le dernier résultat qu'il faut connaître sur les espaces vectoriels de dimension finie. Ça va être encore un résultat qui va nous permettre de montrer qu'une application est bijective. Ah, encore un! Ça veut donc dire que le long point méthode qu'on a cité tout à l'heure qui caractérisait les applications linéaires bijectives, on peut encore le compléter. Et oui, ce que j'avais tu à ce moment-là, c'était qu'on pouvait montrer que l'application était bijective en exhibant une fameuse application retour. Je l'ai tu pourquoi? Parce qu'à ce stade de la compétition, qu'est-ce qu'il aurait fallu dire? Il aurait fallu dire il existe une application V telle que U rond V était égal à V rond U était égal d'une part à l'identité de F pour l'une et à l'identité de E pour l'autre. On avait à démontrer quelque part la composition à droite et à gauche. Et en fait, ce qu'on va voir ici, c'est qu'on a juste à montrer la composition dans un sens. C'est-à-dire que si je montre qu'il existe une application G telle que f rond G est égal à l'identité de f, alors l'application f sera bijective et j'aurai cette relation-là. On a déjà f bijective. Et de la même façon, si j'ai la composition dans l'autre sens, alors attention, là je crois que j'ai mis f dans mon cours, c'est E, dans ce cas-là, l'application f est également bijective et j'ai sa bijection réciproque. C'est-à-dire que lorsqu'on travaillera en dimension finie, avec évidemment les mêmes dimensions au départ et à l'arrivée, si les espaces vectoriels sont de dimension finie, alors il suffit d'avoir l'une des compositions pour avoir les deux. Et on aura la bijectivité de la fonction. Alors, il se trouve que c'est assez trivial en fait. Pourquoi j'ai envie de dire c'est le cours de début d'année, puisque si vous avez cette relation-là, on a vu que quand cette fonction-là était surjective, cette fonction-là était surjective. Donc comme l'identité est surjective, la fonction f est surjective. Mais là, j'ai une application surjective entre deux espaces vectoriels de dimension finie de même dimension. Donc ça veut dire que si l'application f est surjective, elle est bijective. Donc là, je viens de justifier qu'avec cette condition-là, f est bijective. Mais du coup, comme f est bijective, je peux composer à droite et à gauche par f-1 pour récupérer que f-1 est égal à g. Oh, c'est déjà fini. Pour la deuxième, on a vu que comme cette application-là est injective, cette application-là est injective. Alors on peut le voir avec les noyaux. Effectivement, le noyau de f se réduit à 0, puisque si je prends un x tel que f de x est égal à 0, j'ai aussi g de f de x qui est égal à 0, mais g de f de x c'est x, donc x est nul. Donc on vient de démontrer que le noyau de f se réduit à 0. Ah oui, mais si le noyau de f se réduit à 0,
ça veut dire que f est injective. Comme j'ai une application injective entre deux espaces vectoriels de dimension finie et de même dimension, cette application, elle est bijective. Donc avec cette égalité, comme je viens de démontrer que f est bijective, je peux composer par f-1 et j'obtiens le résultat. Donc au final, on a vu que l'une des compositions permettait d'acquérir soit l'injectivité, soit la surjectivité. Et étant donné qu'on est dans le cadre de deux espaces vectoriels de même dimension et de dimension finie, eh bien on a directement la bijectivité de la fonction, ainsi que l'égalité entre la bijection réciproque et cette fonction. Donc ça nous permet de compléter encore le point méthode de tout à l'heure, en disant bah, si j'arrive à trouver comme ça une application qui composée à droite renvoie l'identité ou composée à gauche renvoie l'identité, alors l'application f sera bijective et en plus on aura exhibé sa bijection réciproque. Donc là encore une fois il faut bien lire l'énoncé. Si on vous demande de montrer que c'est un automorphisme et si on vous demande de construire la bijection réciproque, c'est vers ce résultat donc qu'il faudra aller et voir que du coup on n'a pas à démontrer les deux compositions, une seule suffit pour avoir le résultat. Bon, alors ça met un point final au chapitre sur la dimension finie. Vous avez vu, hein, c'est un chapitre où il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a 35 théorèmes, il y a beaucoup de résultats. Ouais, c'est le résultat du cours de PCSI dans lequel il y aura probablement le plus de choses à apprendre. Elles sont d'autant plus nécessaires que les chapitres d'algèbre linéaire qui vont suivre sont directement des applications directes de ce chapitre. Je parle des matrices et des applications linéaires, du chapitre sur les déterminants, du chapitre sur les espaces euclidiens, et l'année prochaine, toute la réduction des endomorphismes se construit sur ce cours-là. Donc c'est un cours qui est incontournable, d'autant plus pour le programme de deuxième année. Si vous ne maîtrisez pas ce cours-là, la deuxième année, il y a en gros 40% du cours l'année prochaine qui vont passer à l'AS. 40%, hein. L'intégralité de l'algèbre. C'est beaucoup, hein. Donc, à travailler, à travailler, à travailler, à travailler.